Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur la résolution de problèmes au primaire en utilisant des tâches de type Open Middle. Nous serons deux conseillers pédagogiques aujourd'hui pour parler avec vous, là, pour vous présenter cette formule de résolution de problèmes qu'on affectionne particulièrement. Je vais laisser mon collègue se présenter, puis j'y reviendrai après. Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Alec Laporte, je suis conseiller pédagogique au secondaire et je m'occupe aussi des enseignants du troisième cycle du primaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Audet. Je suis conseillère pédagogique en mathématiques. J'interviens principalement auprès du premier et du deuxième cycle du primaire je fais aussi un petit peu de troisième cycle. Là. En fait, avec Alec, on collabore toujours là, dans nos tâches. On n'est pas exclusif à certains cycles. Le webinaire sera enregistré aujourd'hui et il sera disponible sur la chaîne YouTube des services éducatifs. Si jamais vous ne savez pas où trouver les webinaires, on va le placer immédiatement dans le clavardage. Oh, on a un petit problème. La transcription est automatique. Je vais juste gérer ça tout de suite parce que ça va être déplaisant. Ah. Donc, je vous ai placé dans le clavardage le lien vers la chaîne YouTube des services éducatifs où vous retrouvez tous nos webinaires de cette année, mais aussi ceux de l'année prochaine. Ils sont disponibles, disons, à vie. Ils ne disparaîtront pas. Le support visuel sera aussi fourni à la fin du webinaire. On vous donnera un petit lien Bitly là, qui mènera directement vers le support visuel. Et puis, quand l'enregistrement sera déposé, on enverra un courriel à tous les gens qui étaient inscrits pour qu'ils puissent y accéder. Là, puis, on rajoutera aussi le support visuel. Sans plus tarder, on va regarder les intentions de la rencontre. Aujourd'hui, dans le fond, on veut se familiariser avec des tâches de type Open Middle afin de pouvoir les intégrer facilement dans nos pratiques. Donc, le plan de rencontre, il est le suivant, c'est de répondre aux 5 questions suivantes qui sont, qu'est-ce que c'est des Open Middle? Donc, on va essayer de les définir. Comment ça se déroule dans une classe, une activité d'Open Middle? Quel est le rôle de l'élève? Quel est le rôle de l'enseignant? Après ça, pourquoi on en ferait? Est-ce qu'il y a des avantages? Vous vous doutez que si on les présente, c'est parce qu'on pense que oui. À qui ça s'adresse? Est-ce que tous les élèves de nos classes peuvent faire ce genre de type-là, ce genre de tâches-là? Et enfin, où trouver des tâches de type Open Middle? Voici de quoi ça a l'air, en fait, une tâche de type Open Middle. En fait, c'est un problème qui est ouvert. Puis c'est un problème où on doit placer un chiffre dans chaque case afin de répondre à certaines contraintes. Les élèves vont avoir à faire plusieurs essais. C'est vraiment, ils vont commencer par essai-erreur, là, puis ils vont devoir valider leurs essais pour savoir s'ils respectent les contraintes. Dans l'exemple que vous avez devant vous, ce sont des fractions équivalentes qu'on a à créer. Et comment on remplit chacune de ces cases-là? Ça va être en utilisant les chiffres, parfois de 0 à 9, souvent de 1 à 9. Et même avec les petits, là, les élèves du premier cycle, souvent, on va commencer à 1 à 5. Et il y aura un certain nombre de cases là, qui variera selon l'expression à rendre vraie. L'idée, c'est que les élèves, tout au long de cette tâche-là, vont travailler en équipe de 2 habituellement. En tout cas, c'est ce qu'on suggère. Puis, ils vont avoir à discuter de leur choix et de leur stratégie pour relancer éventuellement un essai qui sera plus fructueux là, pour arriver à rencontrer les consignes. La plupart du temps, il y a plusieurs solutions différentes qui fonctionnent. Ça, c'est un des avantages. C'est une des raisons pour lesquelles aussi ça s'appelle des open middle, c'est qu'il y a plusieurs stratégies pour arriver à résoudre les tâches. Puis en plus, on a le bonus que la plupart du temps, il y a plusieurs solutions. Et puisque les contraintes doivent être respectées, puis qu'il n'y a pas vraiment de recette magique pour arriver à résoudre le problème, là, la solution n'apparaît pas d'emblée, ça amène les élèves à développer des stratégies de résolution de problèmes qui pourront être reconduites, qui pourront être réutilisées dans d'autres types de tâches.
Donc, dans le cas qui nous intéresse, ben, c'est l'équivalence de fraction qu'on voudrait travailler avec les élèves. Donc, on vous donne un exemple de certaines réponses possibles. On vient de se dire qu'il y a plusieurs réponses possibles. On a fait 2 exemples. On s'est dit que 2 quarts est égal à 3 sixièmes et c'est aussi égal à 9 dix-huitièmes. Puis on voit que chacun des chiffres n'a pas été repris plus qu'une fois. On n'a pas utilisé le 7, on n'a pas utilisé le 5, mais c'est pas grave, c'est pas une obligation. Il y a d'autres possibilités, donc 1 quart, 2 huitièmes, 9 trente-sixièmes. Puis on aurait aussi, j'en avais un autre, 6 huitièmes, 3 quarts et 9 douzièmes. Ça nous amène à vous mettre en action. Donc, si vous avez un petit bout de papier sur lequel vous pouvez griffonner, on vous laisserait peut-être 2 ou 3 minutes pour tenter de faire ce Open Middle-là. C'est un Open Middle qu'on suggère comme premier Open Middle, par exemple, pour commencer en 3e année. Donc, on vous laisse peut-être 2 ou 3 minutes pour essayer de trouver une solution possible à cette tâche-là. Marie, tu peux-tu vérifier de ton côté? Il semblerait qu'il y ait des gens qui essaient de rentrer et qui ne seraient pas capables. Oh! On va aller voir dans les paramètres de la réunion. Pourtant, j'ai enlevé la... Non, ça devrait peut-être aller. Patricia avait de la difficulté, mais là, OK, j'ai envoyé parfait. le lien, elle est capable de rentrer. C'est C'est bon. bon. Excellent. Parce que j'ai enlevé la salle d'attente, entre autres. La salle d'attente était activée au début, là, je l'ai enlevée. Donc, on poursuivrait. On sait qu'on ne vous laisse pas beaucoup de temps, puis ça va prendre plus de temps que ça pour arriver à trouver au moins une solution. Mais en fait, l'idée, c'est pour que vous soyez un petit peu dans le même état d'esprit que sont les élèves quand ils entrent dans une tâche comme celle-ci. Si ça vous tente dans le clavardage, vous n'êtes pas obligé, mais juste de nous donner peut-être vos premières impressions au sujet de ce que ça sollicite comme raisonnement chez les élèves. Si vous avez envie de le partager dans le clavardage, c'est chouette. Je vais juste vérifier si on a quelques petites réponses. Je sais qu'on ne vous a vraiment pas laissé beaucoup de temps. Là, on laisserait beaucoup plus de temps que ça aux élèves. Je vois qu'on est en train d'écrire. C'est exactement l'effet qu'on souhaitait provoquer. C'est motivant, j'ai de la difficulté à décrocher. C'est pas mal ce qui se passe habituellement quand on fait ce genre d'activité-là avec les enseignants, mais avec les élèves. Les élèves restent accrochés, ils voient ça comme un défi. Ça fait partie des avantages dont on parlera tantôt. Donc, effectivement, là, tant qu'on n'a pas trouvé au moins une solution, habituellement, on a tendance à continuer. Alors, vous pourrez continuer par la suite. Puis, ben, vous vous doutez que c'est un problème qui était facile. En fait, on a fait exprès là, de prendre un problème qui n'est pas trop compliqué parce qu'on voulait que vous ayez au moins le temps de vous engager dans la tâche, là, dans le petit peu de temps qu'on vous laissait. Et ben, c'est une excellente idée, en fait, de prendre un problème d'un niveau inférieur. Quand c'est la première fois qu'on fait ce genre de tâche-là, là, on s'entend que c'est un format qui est inhabituel. Quand c'est la première fois qu'on fait ce genre de tâche-là avec des élèves, ben, par exemple, nous, on dit ben, ça pourrait être une tâche qui serait faite en 3e année, mais on sait très bien que ce sont des concepts du premier cycle qui sont mobilisés dans cette tâche-là. Mais ça amène les élèves à s'habituer à la structure puis au déroulement. Donc, c'est plus facile, puis c'est une tâche qu'on va
qu'on va faire de façon, là, tu sais, sans la modeler de A à Z. On va beaucoup guider les élèves la première fois, c'est normal. On va les laisser travailler, mais on va avoir besoin d'intervenir un petit peu plus souvent que quand les élèves seront habitués à la structure de ces tâches-là. Ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est de proposer du matériel qui est diversifié aux élèves, mais en fait, on va le mettre à leur disposition pour soutenir, faciliter leur raisonnement puis leur résolution, mais en même temps, on ne veut pas encourager ou en tout cas forcer une stratégie plus qu'une autre. Donc, souvent, on va mettre du matériel qui nous semble utile, mais on peut mettre du matériel qui n'est pas nécessairement utile aussi, juste pour pas amener les élèves dans une stratégie ou dans un raisonnement plus particulier. Dans le cas des fractions équivalentes qu'on avait tantôt, ben, on aurait pu proposer là, des blocs mosaïques, des réglettes, des blocs Lego, entre autres, pour représenter les fractions équivalentes. On aurait pu aussi proposer des jetons, là, s'il y a des élèves qui voulaient plutôt travailler avec des modèles de fractions de collection au lieu de surface. Ce qui va aider les élèves à travailler avec ce genre de tâches-là, ça va être d'avoir une feuille support pour leurs traces. Donc, dans la présentation, il y a un lien cliquable vers cette feuille support-là qui est en format modifiable. Donc, vous pouvez la- 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 l'arranger là, en fonction des open middle que vous ferez. Puis, il y a deux côtés. Là, on a mis, en fait, c'est la même chose. On a mis juste 8 tentatives. On a mis 4 tentatives d'un côté, puis 4 autres de l'autre. Ça s'imprime habituellement sur des feuilles 11-17, recto verso, puis il n'y a pas de limite, hein. On pourrait donner 2 ou 3 feuilles à des équipes. L'important, c'est que les deux élèves, par contre, travaillent sur la même feuille dans la même tentative. Euh, Puis, dans ce genre de tâches-là, on ne veut pas que les élèves effacent les traces qui seront reliées à des tentatives qui ne fonctionnent pas parce qu'on veut qu'ils apprennent à s'en servir pour mieux orienter les prochaines tentatives. Je vais vous donner un exemple, là, vraiment un exemple très, très concret d'un élève de 4e année qui faisait cette tâche-là pour la première fois là, dans quelques minutes. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en n'effaçant pas, ben, l'enseignant, ça lui permet d'avoir accès au raisonnement des élèves, de voir par où ils sont passés pour en arriver à une solution qui fonctionne. Le fait d'avoir placé plusieurs tentatives, aussi de donner une feuille où il y a 8 tentatives, d'autres 4 recto verso, ben, ça va aussi normaliser le fait là, que c'est normal de ne pas réussir du premier coup. En fait, la première fois, les élèves vont habituellement mettre des nombres au hasard, puis après ça, ils vont s'ajuster. On vous fait une petite mise en garde. On vous demande de résister à la tentation de trop structurer la feuille parce que justement, on ne veut pas orienter une démarche plutôt qu'une autre. On veut vraiment favoriser vraiment là, l'émergence de stratégies personnelles pour résoudre ces problèmes-là. C'est ce qui est riche. Puis tantôt, Alec pourra parler là, du partage qui sera fait là, en retour. Même avec les petits, là, on va avoir tendance à mettre juste les cases. Des fois, on va répéter la consigne dans le haut de la feuille, mais on ne va pas structurer davantage. Donc, on vous disait qu'on avait un petit exemple de traces d'un élève de 4e année. Donc, il n'y a pas beaucoup de traces, hein, je vous le dis tout de suite. Là, c'est un élève qui est très, très bon en calcul mental. C'est la première fois que cet élève-là faisait ce genre de tâches-là. Donc, première tentative, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il commence par 9, puis là, il se rend compte qu'il faut qu'il écrive 0. Puis là, ben, il me laisse des cases vides. Et là, ben, je me suis rendu compte que ben, moi, les consignes que j'avais données n'étaient pas assez claires. Lui, il pensait, il était convaincu qu'il avait respecté les contraintes parce que 3, ben, ça donne vraiment 3 de l'autre côté. Alors, on reformule les consignes correctement et là, il y a un blocage. Il ne sait pas trop comment faire une fois qu'il a compris qu'il ne peut pas laisser de consigne, qu'il ne peut pas laisser de case vide. Ben, il y a un petit blocage. Je le laisse penser. Puis là on s'entend que c'était pas dans une classe au complet, là, c'était un exercice 1 pour 1. Puis j'essayais vraiment de le laisser penser, mais je lui demandais de verbaliser son raisonnement. Alors là, il se met à me parler des nombres pairs et des impairs. Ah, peut-être que je pourrais essayer avec des nombres pairs. Et là, c'est pour ça qu'à sa deuxième tentative, il va prendre 14. Là, il me rajoute 9. Il utilise son 0. Il me dit que ça fait 5. Et là, rapidement après, ben là, il se dit, attends un peu, qu'est-ce qui fait 5? Ouais, ça serait 2 plus 3, mais il se rend compte qu'il y a encore des zéros qui vont être dans ces cases. Alors là,
il sait tout de suite que ça ne fonctionne pas. Il continue même pas le côté droit, il s'en va tout de suite à la troisième tentative. Puis là, il réfléchit encore. Puis là, ben, il se met à penser, il dit, ah, les nombres croissants puis décroissants. Je ne savais pas trop ce qu'il voulait faire avec ça. Puis là, ben, ce qu'il fait, c'est qu'il place vraiment les nombres de 0 à 9, mais en fait, il les place en ordre décroissant. Puis il compose ces nombres comme ça, ce qui donne 98 moins 76 est égal à 54 plus 32. Le calcul de gauche, il n'est pas capable de le faire dans sa tête. Il le fait à la verticale. Et là, il voit bien que ça fait 22 d'un côté et 86 de l'autre. Ça ne fonctionne pas. Quand je vous disais qu'il reprend la tentative, on ne veut pas qu'il efface parce qu'il s'est servi de la troisième tentative pour aller jouer avec ses nombres à la quatrième tentative. Il s'est dit, je vais m'organiser pour que ça fasse 86. Il garde son 86 à droite. Puis il se dit, il faut que ça donne 86 à gauche aussi. Alors, il garde son 98, puis il s'organise pour avoir 86 à partir de 98. Donc, il met 12. Et là, ben là, il se rend compte que son 32 ne fonctionne plus. Il ne peut pas mettre 32 à droite parce que lui, il pensait réutiliser 54 plus 32, mais le 32 était déjà utilisé par le 12. Là, il compte encore rapidement. Là, c'est un petit coco qui compte vraiment facilement dans sa tête. Et là, il arrive à 56 et il vient pour écrire 30. Puis là, le 0, il ne l'écrit pas, puis il n'est plus sûr. Puis là, il veut l'effacer. J'ai dit, attends, compte-le donc comme il faut. Puis là, cet élève-là, il aurait eu avantage à laisser plus de traces papier. Il se serait rendu compte que 56 plus 30, ça faisait vraiment 86. Là, il a fallu un petit peu que je le pousse pour qu'il compte. Et là, au moment où moi, je pensais que son sens de l'égalité était vraiment bon, là, il décide qu'il met un plus entre ces deux 86, puis il me dit, ça fait 172. Il l'a encore calculé dans sa tête. Et là, ben, je lui dis, OK, mais pourquoi tu fais ça? Ben, si je les additionne, ça fait 172. Ben là, est-ce que tu as un égal ou tu as un plus? Et là, finalement, tu sais, il a accepté de dire, OK, ben, en une cinquième tentative, là, il s'est rendu à 86 est égal à 86. Mais tout ça, ça nous amène tellement d'informations sur le raisonnement de l'élève, les stratégies par lesquelles il va passer. Puis là, c'est sûr que j'étais juste avec un élève, mais ça aurait été drôlement chouette si je m'étais installée à écouter ce qui se passe comme conversation entre deux élèves. Donc voilà, c'est des traces de quatrième année et je laisse le micro à Alec. Merci, Marie. Alors, moi, je vais continuer un petit peu en vous expliquant, bon, pourquoi on devrait faire des open middle, c'est quoi les contextes dans lesquels vous allez les faire vivre en classe, comment vous devrez vous préparer et tout. Alors, à la prochaine diapo, je vais vous parler rapidement là, un petit peu du contexte de réalisation. Ce qu'on vous suggère quand il vient le temps de faire des open middle, évidemment, c'est de travailler plus en diade, de ne pas travailler de façon individuelle. Si vous voulez qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des partages sur les stratégies, puis c'est préférable. En équipe de trois, ça se fait bien aussi. J'éviterais de le faire seul si on veut être en mesure de partager. Mais pour les open middle, je vous dirais que la diade, c'est vraiment un bon mode de fonctionnement. Il faut aussi, comme Marie l'a dit tantôt, on peut utiliser plusieurs ressources pour supporter le raisonnement. Donc, le matériel de manipulation, comme elle disait tantôt, des bandes de fractions qui auraient pu être utilisées avec les exemples qu'on vous a fait précédemment. Ça aurait pu être des droites numériques aussi. Et évidemment, ça vous prend vraiment une utilisation, un support papier pour organiser les démarches que les documents que Marie vous a présentés tantôt. C'est un incontournable si on veut voir les traces des élèves, si on veut être en mesure même de garder à la toute fin, justement, pour voir pour chacune des équipes de quelle façon ils se sont pris avant d'y arriver où on aura un échange avec les autres élèves. Ensuite de ça, on arrive dans le rôle de l'élève. Donc, c'est quoi le rôle de l'élève quand on fait un open middle? Ben, la première des choses, c'est de prendre connaissance des contraintes. Donc, même si on en fait souvent, comme Marie disait tantôt, parfois c'est de 1 à 9, parfois c'est de 0 à 9, parfois c'est de 1 à 5. Donc, c'est de voir évidemment quels sont les chiffres qu'on a le droit d'utiliser dans le open middle. Échanger avec son partenaire sur des façons qu'on va aborder le problème. Donc, un problème de fraction, on ne l'abordera peut-être pas nécessairement de la même façon qu'on va aborder tantôt où on avait des opérations d'addition et de soustraction. Faire des essais puis garder des traces pour se réajuster. Comme Marie l'a expliqué, le fait d'avoir une feuille avec 8 essais, ça vient démontrer effectivement à l'élève que j'ai le droit de me tromper. Si ça ne fonctionne pas une première fois, bien, on va pouvoir garder des traces pour la deuxième et ainsi de suite. Il faut que les élèves vont persévérer jusqu'à l'obtention d'au moins une solution, mais on l'a vu tantôt avec Alexandra, quand on tombe dans ce genre de tâche-là, on veut trouver une solution, on veut y arriver.
Et évidemment, à la toute fin, il y aura toujours, évidemment, ce qui est très riche, c'est le partage des stratégies, les différentes solutions que les gens ont trouvées à la fin de l'activité. Donc, ça, c'est le travail qu'a l'élève à faire. Maintenant, qu'est-ce que vous, comme enseignant, vous devez prévoir avant l'activité? Fait que c'est sûr que vous avez un petit peu de boulot à faire a priori. Évidemment, faire le problème avant les élèves pour, j'espère, trouver au moins une solution. Ce serait quand même la moindre des choses. Donc, d'être capable de trouver au moins une solution, ça va vous permettre d'identifier les concepts et les processus qui vont être susceptibles d'être mobilisés avec la tâche que vous avez décidé d'utiliser. Ça va vous permettre aussi d'anticiper et de planifier le matériel qui serait probablement possible d'utiliser. Ensuite de ça, anticiper les difficultés. À quel endroit vous pensez que ça va accrocher? Et là, on arrive avec deux choses. On dit prévoir des pistes de relance et prévoir des pistes de prolongement. Il ne faut pas oublier que quand des élèves vont travailler comme ça en diade ou en équipe de trois, peu importe, puis qu'on fait des tâches de résolution de problèmes, on a toujours comme un équilibre à avoir. C'est comme si je vous donnais deux droites. Il y a une limite supérieure dans laquelle, si le problème est trop difficile, mes élèves vont décrocher. Et si ma tâche, elle est trop facile, mais ça se peut que j'aie des élèves qui s'emmerdent. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de garder toujours nos élèves, comme on va dire, dans la limite entre les deux. Donc, parfois, si la tâche est rendue trop difficile, bien, peut-être que là, ça prend des indices pour les débloquer un petit peu. Si la tâche est trop facile, mais il faut trouver des pistes de relance pour les relancer, pour être capable d'augmenter peut-être le niveau de difficulté avec quelque chose. Donc, il faut prévoir habituellement ce genre de pistes de relance et de prolongement. Le rôle de votre enseignant dans l'activité, il est très simple. Laissez les élèves s'engager dans la tâche. Une fois que vous avez lancé l'activité, amusez-vous, observez, allez les voir, regardez qu'est-ce qu'ils vont faire, mais vous ne suggérez rien, vous ne répondez pas à leurs questions, ou vous relancez, s'ils vous posent une question, vous relancez par une autre question, vous ne leur dites pas comment faire, vous n'êtes pas là pour leur suggérer des stratégies. Quand des élèves réfléchissent, vous allez voir qu'ils s'engagent. Puis quand des élèves, ça s'engage, vous allez voir qu'ils réfléchissent. Mais c'est sûr que vous pouvez arriver dans une petite équipe, puis on va dire, bon, une équipe en détresse, admettons. Ben, la première des choses à aller vérifier avec eux, c'est est-ce qu'ils ont bien compris la contrainte puis la tâche qu'ils avaient à réaliser. Puis là, comme je vous dis, vous pouvez leur poser des questions pour susciter la réflexion, mais vous ne leur dites pas quoi faire. Laissez-les réfléchir. Puis en dernier recours, si vous voyez que ça bloque encore, peut-être donner un indice. Un indice qui pourrait être donné, ça pourrait être peut-être de dire, mais regarde, dans une déjà des cases, peut-être que je vais te donner un premier chiffre pour vous autres. Ah, déjà d'en avoir une placée, peut-être que ça va pouvoir les aider. Ou peut-être les lancer sur une petite stratégie. Mais vous avez des équipes qui vont probablement, eux, déjà trouver une solution. On a vu tantôt, il y a des gens, il y a Céline qui nous a envoyé rapidement une réponse. Alors, si on a une équipe qui a déjà trouvé une réponse, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Première des choses, on va aller les questionner à savoir, êtes-vous sûr que votre solution fonctionne? Qu'est-ce que vous avez fait pour vérifier si vous aviez une bonne solution? Après ça, ce qu'on peut faire aussi, c'est êtes-vous capable de trouver une autre solution qui fonctionne? De leur dire qu'il en existe plus qu'une qui fonctionne. Ensuite de ça, êtes-vous capable de trouver toutes les autres solutions qui fonctionnent? Et si vous arrivez dans un problème avec un élève qui vous dit et vous n'avez qu'une seule solution, puis vous pensez qu'il n'existe qu'une seule solution, mais vous êtes quand même capable de dire à ce petit groupe d'élèves-là, il en existe un autre, trouve-la. Même s'il n'y en a pas. Puis si à la fin, vous leur dites, ouais, mais madame, vous m'avez dit qu'il y avait d'autres solutions, puis il n'y en a pas, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réfléchi, ils ont réessayé des choses, et c'est ça qu'on veut faire avec nos élèves. On veut les faire réfléchir. Après que l'activité soit terminée, alors là, quel type de questions qu'on pose pour faire ressortir les meilleures stratégies? Mais effectivement, comment êtes-vous arrivé à votre solution? Comment vous avez fait pour y arriver? C'était quoi les premiers chiffres avec lesquels vous avez commencé? Pourquoi vous avez commencé avec ceux-là? Y avait-il une stratégie derrière ça? Y avait-il une raison? Encore une fois, comme on dit tantôt, comment vous vous êtes assuré que c'était vraiment la bonne solution?
Puis c'est une belle chose de faire aussi en groupe après, de voir quelles stratégies qui semblent, c'était quelles, il y en a qui sont plus rapides que d'autres, est-ce qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres? Et là, c'est vraiment un beau moment pour pouvoir discuter. Comme vous avez vu avec l'exemple de Marie tantôt, habituellement, la première chose que les élèves vont faire comme stratégie, c'est vraiment d'essayer des nombres de façon aléatoire pour voir comment ça fonctionne. Comme on a vu tantôt, des fois, la différence entre les nombres est tellement grande que, oups, on sait qu'on a fait quelque chose de pas correct. Donc, après ça, ils vont y aller probablement avec des essais un peu plus systématiques. Puis, éventuellement, ils vont se trouver une stratégie en disant, ouais, si j'utilise des gros nombres en premier, ça veut dire que si je fais une soustraction entre deux gros nombres, ça va probablement me donner un petit nombre. Puis, faire une somme pour donner un petit nombre, c'est peut-être un peu plus difficile. Donc, il y a plein de petits raisonnements comme ça qui vont se faire dans leur tête pour essayer de trouver une solution à la toute fin. Euh, C'est quoi les avantages de faire des open middle? Mais je vous dirais que ce n'est pas nécessairement autant les tâches open middle que les autres, mais de faire des types qui permettent à l'élève de développer sa compétence à résoudre des problèmes, c'est toujours gagnant. Puis une tâche comme ça, plus vous faites de tâches comme ça, plus vous amenez vos élèves à se risquer, à essayer quelque chose. Parce que vous le savez, si on donne juste une feuille blanche avec un problème, on le sait, les statistiques, les études le démontrent, les élèves ont de la difficulté à aller écrire un premier jet, une première réponse, parce que les élèves ont peur de se tromper. Puis les élèves n'aiment pas effacer. Alors, le fait de donner et de savoir tout de suite que j'ai 8 chances, OK, ça ne fonctionne pas, je passe au suivant et au suivant, c'est là qu'on est en train de vaincre le syndrome de la page blanche quand il va venir le temps de faire des tâches de compétences. Plus j'en fais, plus je me dis, OK, j'essaie, ça ne fonctionne pas, je recommence, je prends une autre stratégie, je prends un autre chemin. Donc, si vous voulez que vos élèves soient efficaces en tâches de compétences, c'est vraiment le type de tâche pour les habituer à ça. Ensuite de ça, mais évidemment, ça suscite l'engagement, vous l'avez vu tantôt, la participation de chacun. Ça vous permet aussi, vous pouvez faire un petit peu de différenciation pédagogique où si vous pouvez varier les concepts, vous avez des possibilités d'ajuster les contraintes. Des fois, peut-être pour une équipe, on avait dit tantôt, vous choisissez un chiffre de 1 à 9. Peut-être qu'une équipe qui aurait plus de difficultés, on peut déjà limiter à tous les bons chiffres qui restera à mettre dans le bon ordre. Donc, souvent, il y a il y a de la facilité de faire un petit peu de différenciation. Comme vous avez pu voir, contrairement à une tâche classique, pas de lecture. Très, 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 très peu de lecture. Donc, ça vous laisse beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de tâches qui vont vous permettre de faire justement de la différenciation. Tous les élèves vont persévérer dans l'effort. Donc, c'est sûr et certain, ça va vous provoquer des discussions mathématiques, des partages de stratégies. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est très riche. Ils vont développer, ils vont consolider leur compréhension conceptuelle, développer leur flexibilité, leur fluidité, c'est sûr. Ça favorise le raisonnement puis le développement de stratégies de résolution de problèmes. Les open middle, comme vous pouvez voir, ne sont pas nécessairement simplement en arithmétique. Il y en a certaines, je pense, qui sont en géométrie. Ça peut toucher vraiment plusieurs champs mathématiques. C'est pas simplement ça, malgré que la grande majorité, on va travailler l'arithmétique. Mais c'est génial parce que le but, de toute façon, c'est de leur faire développer le sens du nombre. Donc, c'est des exercices géniaux pour ça. Comparer les solutions avec celles des pairs. Donc, vous pouvez le faire en groupe à la toute fin ou, comme Marine disait, on peut faire une marche silencieuse, donc marcher à travers les différentes solutions, stratégies que vous avez vues, en discuter, c'est sûr, c'est très, 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 très riche. Et les traces qu'ils vont laisser vont vous permettre aussi d'avoir un accès, évidemment, au raisonnement de l'élève. Finalement, à qui ça s'adresse les tâches de type Open Middle, mais vous avez vu, ça s'adresse vraiment à tous les élèves, peu importe leur niveau, peu importe le niveau d'habilité ou de difficulté, ils vont être capables d'aller chercher, de faire leur part, d'aller comprendre au moins un. Si des fois il y avait des fractions, peut-être qu'avec les plus petites, c'est plus facile. Il y avait des fractions, peut-être là, le dénominateur avait 2 chiffres, ça devient un peu plus compliqué, mais il est quand même capable de trouver des choses. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment pour tout le monde. Tout le monde est capable de participer à mesure de ses capacités, de son niveau. Puis, si vous avez des élèves qui ne maîtrisent pas le français dans vos groupes, mais vous voyez, c'est très facile de s'engager dans ce type de problème-là où le français ne devient vraiment pas une difficulté. Marie? Micro?
Merci, j'avais fermé mon micro. Ben, où est-ce qu'on peut les trouver, ces magnifiques tâches-là? En fait, on vous a donné quelques liens cliquables là, dans le PDF auquel vous aurez accès tantôt. Donc, il y a un site web là, parce que ces tâches-là, hein, c'est un nom qui est en anglais. C'est parce que souvent, ce sont des tâches qui proviennent des milieux anglophones, là, entre autres aux États-Unis puis dans le Canada anglais. Donc, il y a vraiment un site qui s'appelle Open Middle. Euh, il y a comme une section en français, mais souvent, quand on va cliquer sur les liens, il nous ramène vers des trucs en anglais. Mais vous avez vu qu'il n'y a pas énormément de texte. Alors, souvent, c'est facile de le comprendre puis de le traduire. Et de façon assez générale, là, on a traduit beaucoup, là, je dis on, mais c'est pas juste nous. Un groupe de conseillers pédagogiques du Québec ont traduit une grande quantité de ces tâches-là et c'est dans un slide. Et on les a placées dans nos parcours de formation sur la résolution de problèmes. Elles sont aussi accessibles à partir du site web Apprendre et évaluer autrement en mathématiques. Et ça m'amène à vous donner les liens vers les classrooms. Si vous n'êtes pas encore là, je vais placer les liens dans les classrooms pour accéder directement dans les sections des classrooms qui sont réservés au Open Middle. Je vous ai placé le lien pour le deuxième et le troisième cycle et je vous place le lien immédiatement pour le premier cycle. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit dans nos classrooms, vous pouvez le faire via l'intranet. Dans l'intranet, tout en haut, là, vous avez une section, un lien cliquable vers le site des services éducatifs. Puis vous allez dans la section des... ça ne sera pas long. Moi, j'ai un petit enjeu quand je change d'écran aujourd'hui. Vous allez dans la section des ressources pédagogiques et vous avez accès à toutes les ressources de toutes les matières. Et c'est accessible par là. Puis j'ai envie d'aller peut-être changer le partage juste pour aller vous le montrer. Ouais, je vais y aller rapidement, juste pour vous le partager, pour que ça soit facile pour tout le monde. Puis je reviendrai à la présentation par la suite. On va aller dans l'intranet. Donc, si je vous repartage ceci, qu'est-ce que ça dit? L'intranet est ici. Donc, dans l'intranet, vous avez ici l'onglet Services éducatifs. Vous avez la pastille Ressources pédagogiques. Et ici, on a les ressources pour le primaire et même le secondaire. Vous avez la médiathèque et aussi la chaîne YouTube des services éducatifs. Si vous allez en français, vous avez le domaine ici, domaine des langues français primaires. Et en dessous, domaine de la mathématique et des sciences, mathématiques primaires. Et vous avez, bon, accès au site web de mathématiques, mais vous avez les parcours de formation dans Classroom. Et là, vous pouvez cliquer. Si vous n'êtes pas déjà inscrit dans nos parcours de formation, on en a 2 par section, là, c'est-à-dire compréhension conceptuelle et résolution de problèmes pour le premier cycle, et on a la même chose pour les deuxième et troisième cycles. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, allez cliquer sur ces liens-là d'abord. Vous allez être ajouté automatiquement dans les classrooms. Et par la suite, vous pourrez utiliser le Classroom, les liens Classroom qu'on vous a donnés il y a quelques secondes. Je reviens avec mon partage d'écran. Ça. Donc, ici, ça nous amène à conclure. Donc, je vais juste changer ici aussi. Donc, je pense qu'on essaie de vous faire la démonstration là, que des tâches Open Middle, là, nous, on trouve que c'est des activités vraiment chouettes. Ça permet de construire puis de solidifier tout ce qui est compréhension conceptuelle, flexibilité, fluidité en mathématiques. Ça permet de développer plein de stratégies de résolution de problèmes, de développer le raisonnement, toute la justification des solutions, toute la communication mathématique aussi qu'il y a lieu, utiliser les bons termes, être capable d'expliquer ce qu'on est en train de faire. Puis ça amène vraiment la possibilité de faire de sa classe vraiment là, une classe collaborative, une classe où c'est une communauté d'apprenants. On apprend les uns des autres, on partage nos stratégies, d'abord avec un collègue, mais aussi avec le grand groupe par la suite quand l'enseignant fait le retour.
Ça conclurait la présentation. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vous place dans le clavardage le lien qui vous donne accès au support visuel. Normalement, tous les liens sont fonctionnels. Donc, ça vous donne le lien vers le support visuel de ce midi. On espère vraiment qu'on vous a donné le goût de faire ce type de tâche-là avec vos cocos. N'hésitez pas, je pense que Alec il l'a dit, là, quand des fois, comme enseignant, on a tendance à vouloir agir rapidement. On voit qu'ils sont bloqués, puis on a tendance on veut les aider, on ne veut pas les laisser souffrir parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais on a vraiment avantage à les laisser patauger un petit peu là, pour qu'ils arrivent à se mettre en action puis à trouver avec leurs coéquipiers certaines stratégies. Puis tous les élèves sont capables, Alec l'a dit, tous les élèves sont capables d'entrer dans la tâche. À la rigueur, ils vont y aller vraiment par essai-erreur, puis ils vont arriver à faire quelque chose qui est peut-être pas, ils n'arriveront peut-être pas à la solution exacte, mais ils vont arriver à faire quelque chose. Puis nos élèves qui sont peut-être un petit peu plus forts, ben, vont être capables de trouver plus qu'une solution. Donc, je pense que ça peut être vraiment chouette comme activité. Alors, j'arrête l'enregistrement et Alec et moi demeurerons Ouais. disponibles pour répondre à vos questions.